Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet épineux, full squat versus demi-squat. Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages et des inconvénients du full squat par rapport au demi-squat. Le full squat est-il vraiment plus dangereux que le demi-squat? Et quel est le squat le plus productif pour le bodybuilder? Vous avez déjà entendu que le full squat était dangereux pour le dos, était dangereux pour les genoux. Mais qu'en est-il vraiment? Donc pour ça, j'ai été faire des recherches sur Internet et j'ai trouvé quelques études sérieuses qui parlaient du sujet. D'abord, quels sont les dangers du squat? Il faut faire une distinction entre 4 squats. Il y a le full squat qu'on appelle le squat cul à terre, donc c'est le moment où les ischios vont carrément toucher les mollets. Puis vous avez le squat profond ou le squat à l'horizontale qui est le même, donc il fait à peu près une flexion de 110 degrés, ceci est vos fémurs, donc vous avez à peu près un angle ici de 100 degrés, tibia fémur. Puis vous avez le demi-squat avec un angle de 90 degrés, c'est-à-dire comme ceci, ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire que vous montez avant que vous touchiez le banc. Je n'aime pas trop ces squats-là. Et puis vous avez le quart de squat qui se situe ici à peu près dans un angle de 150 degrés jusqu'à l'extension. Il faut savoir que le squat recrute environ 250 muscles. Oui, je dis bien 250. Vous voyez, c'est un exercice très très complet. Il recrute principalement les quadriceps, les fessiers, les muscles spineux, c'est-à-dire les muscles du dos et même les mollets. Et aussi, n'oublions pas le gainage. En fait, quand vous faites du squat, vous allez voir que votre ceinture abdominale et tous les muscles qui soutiennent votre bassin et le bas du dos sont en constante contraction. C'est pour ça que l'on nomme d'ailleurs cet exercice le muscle roi pour les membres inférieurs. Il y avait un dicton qui disait « pas de squat, pas de jambes » et même aussi, mon premier coach me disait « demi-squat, demi-jambe ». Ma grand-mère s'est fait la même chose, mais on va voir s'il avait raison. Il faut savoir d'abord que la position accroupie est une position naturelle que l'homme a toujours exercée de tout temps et dans toutes les civilisations. En fait, c'est une position de repos, c'est une position de travail, c'est une position d'observation. On peut aussi manger dans cette position, donc c'est une position naturelle. Donc l'homme est fait pour s'accouplir. Le problème dans les sociétés modernes, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps aujourd'hui assis sur une chaise que accroupi. Ce qui fait qu'on a une perte de mobilité, de souplesse au niveau des hanches et des chevilles, ce qui fait que certaines personnes ne sont même plus capables de s'accouplir. Si vous les demandez de s'accouplir, elles vont tomber en arrière. Donc, comme c'est une position naturelle, il faut savoir que l'être humain a été conçu pour ça, c'est une position qui est bonne, elle n'a aucune raison d'être mauvaise. La seule chose, c'est qu'il faut essayer de garder quand même la lordose lombaire en bas du mouvement, donc quand vous êtes accroupi, et pas faire rétroversion du bassin, c'est-à-dire arrondir le bas du dos. D'ailleurs, quand vous regardez un haltérophile professionnel, quand il descend par terre, soit avec la barre ici, soit bras tendus, vous voyez que son dos est tout à fait plat et pourtant vraiment il est comme ceci, ses ischios sont en appui sur les mollets, donc son dos est tout à fait plat, voire même légèrement creusé chez les meilleurs professionnels. On va aborder le problème des cartilages du genou. D'abord, est-ce qu'il y a un problème vraiment? Pour savoir quels sont les risques au niveau du cartilage du genou, il faut étudier les pressions, compressions et frictions. Mais les pressions sont-elles vraiment plus élevées dans un full squat que dans un demi-squat? Pour cela, il faut mesurer la pression tibio-fémoro-patellaire, c'est-à-dire la pression dans l'articulation du genou, dans les différents angles de squat. Une étude faite par des chercheurs du département de kinésiologie de l'Université de Californie tente de répondre à cette question. À mon sens, cette étude a été très très bien réalisée parce qu'ils ont pris 19 femmes sportives et ont testé leur max, donc
une répétition à la charge maximale. En demi-squat, en squat horizontal et en full squat. Pour vous donner une idée, leur maximum, donc la moyenne des 19 femmes faisait 73, 63 et 59 kg. Donc selon que c'était un demi-squat 73, un squat horizontal 63 kg, un full squat 59 kg. Donc comme on s'en doutait, la charge forcément diminue. Plus le squat est profond, effectivement, il est beaucoup plus dur de descendre cul par terre que de faire un quart de squat. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les forces tibio-fémoro-patellaires augmentent avec la profondeur du squat, car les forces de compression augmentent avec le moment de l'articulation. Et plus le moment de l'articulation est important, donc c'est-à-dire plus la flexion est importante, plus le quadriceps doit se contracter et donc plus la pression est forte dans l'articulation du genou. Il y a deux forces en application dans ce cas-ci pour tendre la cuisse lors du squat. Il y a d'abord une force, donc vous voyez l'articulation, je vais la schématiser comme ça, hein. Il y a d'abord une force, et le tendon passe ici, le quadriceps est là. Donc il y a une force d'abord du tendon qui va tirer le tibia vers le fémur. Donc en fait ce qui se passe plutôt, puisque le tibia est fixe, c'est-à-dire que le fémur va tirer sous le tibia, donc il y a une forte compression ici dans l'articulation, et en plus de ça, il faut pas oublier que vous avez la rotule ici, et le tendon quadricipital, le tendon rotulien, vient de part et d'autre de la rotule et pousse donc cette rotule sur l'articulation. Donc il y a des pressions quand même phénoménales. Il faudrait voir aussi si au fil du temps, ces compressions ne vont pas entraîner une usure précoce du cartilage. Pour savoir ce qu'il en est exactement, j'ai trouvé 4 études qui abordent ce sujet. Calhoun, 1999, il a constaté que le taux de blessures était réellement bas chez les haltérophiles, 3,3 blessures pour 1000 heures d'entraînement. C'est effectivement pas grand-chose. Lavallée, 2010, a étudié 1109 haltérophiles sur une période de 4 ans et a constaté qu'il n'avait eu aucune opération du genou à subir. Hamil, en 1994, a montré qu'il y avait 17 fois moins de blessures au genou chez les haltérophiles que chez les basketteurs, on devait imaginer quand même, et 335 fois moins, je dis bien 335 fois moins chez les haltérophiles que chez les athlètes, donc les gens qui pratiquaient l'athlétisme. Et une dernière étude de Gratzke en 2007, qui a étudié les haltérophiles s'entraînant depuis 17 ans, a constaté que le risque de dégénérescence cartilagineuse ne semble pas plus élevé chez les haltérophiles que chez les sédentaires. Tout ça est quand même plutôt rassurant. Abordons maintenant le sujet des ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Il faut savoir que les forces de cisaillement ont tendance à augmenter avec la charge, mais pas avec l'amplitude du mouvement. Quelle que soit la charge que vous avez soulevée au squat, les forces de cisaillement n'atteindront jamais les limites de rupture et par conséquent ne blesseront pas les ligaments. C'est quand même plutôt rassurant. Des examens ont également montré que les powerlifters et haltérophiles avaient une stabilité du genou supérieure aux sédentaires. C'est pas à négliger. Il est intéressant de constater que l'IRM d'haltérophiles professionnels montrait des aires de section du ligament croisé antérieur et croisé postérieur nettement supérieures à des personnes sédentaires de même poids, ce qui laisse supposer qu'un entraînement de force peut augmenter la résistance des ligaments et donc diminuer le risque de blessure. Abordons le sujet des tendons. Il a parfois été suggéré que réaliser des squats complets pouvait entraîner des tendinites au niveau du tendon rotulien, c'est-à-dire entre la patella, donc la rotule, et le tibia. On a constaté que l'entraînement de force permet le renforcement des tendons en augmentant leur section transversale. Donc le tendon va s'épaissir et se renforcer avec la charge de travail. Tout ça est aussi plus rassurant. C'est pas pour autant que vous ne souffrirez jamais de tendinite, ça je peux vous le dire parce que j'en ai eu et j'en ai toujours en exerçant les jambes avec des squats complets, des presses, du hack squat.
il y a quand même des traumatismes malgré tout. Bon, la nature est bien faite, les tendons se renforcent, comme vous voyez, les ligaments se renforcent, donc tout ça est bien, mais bon, tout a une limite malgré tout. Abordons, si vous le voulez bien maintenant, le sujet des vertèbres. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui compare les forces de compression avec des charges maximales en demi-squat par rapport au full squat. Par contre, sous IRM, on a pu constater que les vertèbres d'haltérophiles étaient plus grosses et plus épaisses que les vertèbres d'autres sportifs, ce qui prouve vraiment qu'il y a une adaptation osseuse à la charge. N'oubliez pas, afin de protéger votre dos au niveau lombaire, il est impératif de rester en hyperextension tout au long du mouvement, et ceci surtout principalement en full squat. En quart squat, en demi-squat, c'est un peu naturel, mais en full squat, au moment où vous allez descendre jusqu'en bas, le problème c'est que le bassin risque de se mettre en rétroversion, c'est-à-dire que vous allez perdre cette lordose lombaire, vous allez arrondir le bas du dos, et ça, c'est la pire des choses. C'est à ce moment-là que le noyau risque d'être expulsé du disque, ce qu'on appelle l'hernie discale. Afin d'éviter ceci, faites le mouvement parfaitement en full squat et surtout portez une ceinture que vous serrez vraiment bien. Ça vous aidera fortement dans la réalisation du full squat. Maintenant que nous avons abordé les risques inhérents au squat, abordons, si vous voulez bien, le sujet principal de la vidéo. Quel est le squat le plus efficace pour un bodybuilder, c'est-à-dire pour le développement de la masse musculaire des cuisses? Une étude de Bryanton en 2012 a démontré que les squats profonds augmentaient le recrutement musculaire par rapport aux squats partiels. Donc faites des squats profonds. Elle démontre également que les quadriceps sont particulièrement sensibles à la profondeur du squat et que les fessiers et ischios sont encore plus activés proportionnellement avec des charges lourdes. Donc les filles, si vous voulez des gros fessiers, c'est-à-dire des grosses fesses, descendez profondément avec des charges lourdes. Bryanton constate également que les progrès en squat seraient plus liés à l'amplitude qu'à la charge, donc descendez en squat s'il vous plaît. Il est à noter que les adducteurs sont également bien plus sollicités lors du full squat que lors du demi-squat. Le squat profond permet un meilleur développement musculaire général. C'est vrai qu'on m'a toujours dit, étant jeune, j'ai toujours fait les squats profonds. Eric, si tu es fort en squat, ton haut du corps va aussi en profiter parce qu'il va se tonifier. C'était vrai aussi. Faire du squat cul par terre est également plus efficace pour la force. Le squat complet assure un recrutement des fessiers 25% supérieur au squat à l'horizontale. Le squat à l'horizontale, c'est déjà ce squat-là, à 110 degrés. Donc je ne vous dis pas par rapport au demi-squat ou au quart de squat, comme les fessiers sont bien plus engagés en faisant du full squat. Demi-squat, quart squat, vos fessiers ne travaillent quasiment pas. Vous entendez les filles? Quasiment pas. Donc descendez. Le squat complet permet un meilleur développement des extenseurs de la hanche et des extenseurs du genou, c'est-à-dire du quadriceps. Pour améliorer la détente, rien de tel que le squat complet. Le demi-squat, voire le quart de squat, est redoutable d'efficacité, mais dans la préparation à d'autres sports qui ne demandent qu'une flexion de, on va dire, 120 degrés ici, voire 160, comme la plupart des sports d'ailleurs. Mais vous voulez des grosses cuisses, il faudra descendre. En conclusion, si vous voulez vraiment avoir des grosses cuisses musclées, ne faites pas comme votre voisin là à côté qui a mis 200 kg sur sa barre. On en voit tellement qu'ils ne descendent que de quelques centimètres, tout ça dans le but d'épater la galerie. Vous prenez une barre avec un poids raisonnable, vous descendez le plus bas possible, minimum squat horizontal, c'est-à-dire ça, flexion de 110 degrés. Si vous savez, descendez encore plus bas, ça sera bien plus efficace que ces quarts de squat ou ces même parfois huitièmes de squat qu'on voit dans les salles de sport. Il ne s'agit juste que
d'ego. Là, descendez jusqu'au moment où vos ischios touchent les mollets. N'oubliez pas aussi ceci, qu'un muscle se développe principalement dans la phase d'allongement. Or, quand vous faites ici, on va dire un demi-squat, voire un quart squat, le quadriceps n'est jamais étiré. Et les fibres d'actine et de myosine doivent être étirées un maximum pour que le muscle se développe. Donc le muscle se développe principalement dans la phase d'allongement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez mettre beaucoup de likes et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye les amis, au revoir.